Voilà, alors bonjour tout le monde. Donc moi je suis donc professeur à la faculté de droit et je suis membre du GEFAR. Et quand j'ai vu qu'enfin la réforme de l'adoption auquel on a ajouté la tutelle était adoptée, je me suis dit tiens, c'est peut-être une bonne idée de contribuer tout de même un peu au GEFAR, puisque je suis avec Julie le seul juriste, hein, et donc j'ai proposé de faire cet exposé sur cette réforme qui est très récente. Elle date du mois de juin dernier, donc c'est vraiment une toute nouvelle loi. Alors, les nouvelles lois, c'est comme les nouveaux logiciels où quand on achète un appareil électronique nouveau, il est encore emballé, on commence à le déballer. On a une idée comment ça marche, théoriquement on sait comment ça marche, à quoi ça sert, mais quand il s'agit de le brancher, ça devient compliqué, et quand il s'agit de l'utiliser, on se rend compte que ça répond pas nécessairement aux attentes et que c'est plus compliqué qu'on pensait. Donc, ce que je veux faire ici, ce midi avec vous, donc mon objectif, c'est de vous présenter les principaux aspects de cette réforme. Je dis les principaux parce que c'est quand même assez vaste. C'est une loi qui a au-delà de 100 articles et une trentaine de pages, assez serrée, est assez ardue à lire parce que ce sont des renvois à toutes sortes de lois. On va dire à tel paragraphe, on modifie tel mot dans tel paragraphe. Alors moi, je vais faire un petit peu de ménage là-dedans pour vous exposer les grandes lignes de ce projet. Enfin, c'est plus un projet de cette loi. Et mon deuxième objectif, c'est de faire une mise en contexte des aspects les plus importants de la loi. Pas simplement vous dire qu'est-ce qui est dans la loi, mais vous dire aussi comment ça se fait que c'est dans la loi et d'où ça vient, pourquoi c'est là. Et puis mon troisième objectif, c'est de vous présenter comme je suis juriste, donc une analyse juridique de certains aspects de la loi qui me paraissent un petit peu plus peut-être problématiques au flou et qui vont nécessiter, à mon avis, un effort d'interprétation. Et très vraisemblablement, il va y avoir des contestations dans l'application de certains aspects de cette loi. Ma remarque préliminaire, avant d'entamer l'étude de la loi, ma remarque préliminaire, c'est de vous dire quand même que c'est encore une fois une réforme à la pièce. On parle de l'adoption et de la tutelle. Pour la plupart d'entre vous, ça veut dire qu'on est dans le domaine de la protection à la jeunesse. En réalité, on est dans le grand domaine du droit de la famille. On touche ici au Code civil, mais la loi réforme, modifie le Code civil, modifie aussi la loi sur la protection à la jeunesse, mais modifie aussi des procédures, le Code de procédure civile et d'autres lois annexes. Donc c'est une réforme importante, mais quand même assez ciblée. C'est l'adoption et c'est la tutelle. Et donc je peux pas m'empêcher de rappeler qu'avec Marie-Christine, il y a à peine 2 ans, 1 an et demi, on avait participé aux travaux du comité consultatif sur la réforme du droit de la famille et dans lequel on avait proposé une réforme globale du droit de la famille et dans lequel on avait d'ailleurs très clairement souligné le fait que trop souvent les réformes sont sectorielles avec pour résultat que il y a des arrimages difficiles à faire parfois entre certains volets. On le voit tout de suite ici, on touche à l'adoption, mais l'adoption concerne la filiation. Et donc, il y a ici l'affirmation de certains principes dans cette loi-là, mais la réflexion s'est faite en vase clos, alors que, en réalité, ces questions se posent dans un cadre beaucoup plus large. Un exemple. On parle de droit de l'enfant adopté d'avoir éventuellement accès à des renseignements personnels qui lui permettent de renouer avec son identité et avec même avec les membres de sa famille et éventuellement prendre contact. Alors c'est bien, et je pense que tout le monde a applaudi cette initiative-là, mais ça creuse encore plus l'écart entre la situation des enfants adoptés et les enfants issus de la procréation assistée. C'est un exemple. Où la question de l'identité se pose aussi. Et donc avant de commencer l'exposé des dispositions de cette loi, je pense que c'est intéressant de souligner que c'est encore une fois une loi sectorielle. Ça s'explique pour toutes sortes de raisons politiques. C'est un accouchement qui a été très long. C'est un accouchement qui a été très long. J'ai mis ici une longue gestation. Ça tombe assez bien pour le droit de la filiation. En fait, dans les années 90 et les débuts des années 2000, le constat généralisé, aussi bien sur le plan clinique qu'au niveau de la recherche, était qu'il y avait un décalage
important et de plus en plus important entre les pratiques de l'adoption, entre les besoins des familles impliquées dans le processus d'adoption, quel qu'elle soit, et les normes juridiques, souvent vécues par la pratique comme un frein. Hein. Et donc, ça a été beaucoup discuté, il y a eu beaucoup de recherches là-dessus, il y a beaucoup c'est très documenté. Et donc, à la fin des années 2000, au milieu des années 2000, le gouvernement a bougé en nommant Carmen Lavallée, qui est ma collègue de Sherbrooke en droit et qui a présidé un comité sur la réforme éventuelle de l'adoption. Et j'ai mis ici les grandes étapes. Ça fait plus de 10 ans, là. Carmen a été nommée en 2005, donc ça fait 12 ans. Et ça a donné lieu en 2007 à son rapport, très intéressant, hein, très volumineux, très intéressant, qui fait le tour de la question. C'est un peu la suite de sa thèse de doctorat aussi. Elle a fait une thèse de doctorat en adoption et en droit de l'adoption. 2010, le gouvernement a bougé en proposant un avant-projet de loi sur la question de l'adoption. En 2012, un projet de loi, le projet de loi numéro 8. En 2012, encore un rapport de groupe de travail sur un type d'adoption particulier, l'adoption autochtone, en milieu autochtone, et on verra que la loi actuelle, elle englobe cet aspect-là aussi. En 2013, un nouveau projet de loi. Alors pourquoi différents projets de loi? Parce que le sujet a été discuté, rediscuté, les gouvernements se sont défaits, c'est mort au feuilleton. Bref, ce projet est constamment revenu et il est revenu toujours dans des formes un peu différentes. Pour un juriste, c'est intéressant parce que ça peut devenir un outil d'interprétation. Les versions antérieures d'un projet de loi peuvent nous apporter un éclairage intéressant sur la loi actuelle. Hein. Si quelque chose était dans un projet de loi antérieur mais n'est plus dans la loi, ça veut peut-être dire qu'on n'a pas voulu cette chose-là. Mais c'est pas certain, mais ça peut. Donc c'est pas simplement de l'histoire, c'est aussi des outils juridiques intéressants pour nous. Si je vous parle de ça, c'est pour vous montrer que ça a été long. Hein. La question de l'adoption a été discutée depuis longtemps et c'est un peu déprimant aussi hein, de voir à quel point une réforme tant demandée a pris autant de temps à se mettre en place. Et finalement, donc la dernière étape, c'est celle du projet de loi 113 qui est devenu la loi numéro 12 de 2017, donc très récent, adoptée au mois de juin dernier, et qui s'appelle la loi modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives. Donc c'est de 2017, le rapport de Carmen Lavallée, c'était en 2007, donc ça fait 10 ans depuis le rapport de Carmen Lavallée. Plusieurs aspects du rapport de Carmen Lavallée se retrouvent dans le projet, mais on va le voir de façon assez mitigée. Et donc cette loi a été sanctionnée le 16 juin de cette année. Sanctionnée, ça veut dire qu'elle est devenue loi. Le projet de loi est devenu loi. Ce n'est plus un projet, c'est une loi. Cette loi concerne, comme je vous ai dit, l'adoption et la tutelle, mais en fait beaucoup de volets. C'est une réforme importante dans l'histoire de l'évolution de l'institution de l'adoption. Alors, les éléments de la réforme sont les suivants. Je ne parlerai pas de tous, mais il y a une nouvelle forme de tutelle. Donc, on parle d'adoption, mais aussi de tutelle. Donc, quelques mots sur la tutelle. Qu'on appelle dans la loi la tutelle supplétive. C'est une nouvelle terminologie qu'on retrouve désormais dans le Code civil, mais aussi dans la loi sur la protection de la jeunesse. La possibilité de reconnaissance de liens préexistants de filiation de l'enfant adopté, donc ça c'est ce qu'on peut appeler le volet identitaire, si vous voulez, de cette loi. De nouvelles règles concernant la confidentialité des dossiers d'adoption, qui pour le grand public est un peu le gros morceau de la loi, hein. Alors qu'en fait c'est pas le plus compliqué, mais c'est sans doute celui qui va être le plus long à mettre en place, parce que ça va nécessiter un grand investissement de la part des services d'adoption, des DPJ, des centres jeunesse, pour mettre en place ce fameux registre en matière de dossiers d'adoption. Les ententes d'adoption ouvertes, c'est quand même un gros morceau aussi, qui est, j'allais dire réglé, il n'est pas réglé, on avance sur ce dossier-là. On verra qu'il y a quelques problèmes rattachés à ça. Une reconnaissance de la tutelle et de l'adoption autochtone, grand volet, je dirais pas grand-chose là-dessus, mais je le mettrai en lien avec la toute récente réforme de la LPJ. Il y a un lien à faire entre ces deux législations. Et puis finalement, mais j'en parlerai pas, quelques nouveautés en matière d'adoption internationale, mais ça, je laisserai de côté. La réforme, pour ce qui est de l'entrée en vigueur, la réforme, en fait, tout ceci n'est pas encore en vigueur, sauf, alors, l'entrée en vigueur de la réforme, elle entrera en vigueur, selon la loi, à la date ou aux dates fixées par le gouvernement, mais au plus tard le 16 juin 2018. Donc, en juin prochain, tout sera entré en vigueur. Au moment où on se parle,
la tutelle supplétive est entrée en vigueur le 16 juin, au moment de la sanction. Donc la tutelle supplétive, elle est actuellement exécutoire, elle existe dans le droit. Il y a quelques autres dispositions, mais qui sont moins importantes, qui sont aussi en vigueur, mais et quelques questions de procédure. Mais dire en gros, c'est ça. Donc parmi les gros thèmes que j'ai énoncés, seule la tutelle supplétive est en vigueur aujourd'hui. Le reste devrait entrer en vigueur au plus tard au mois de juin, ce qui veut dire que les services sociaux auront à travailler très fort cette année pour mettre surtout en place toute la question de du registre des vétos, j'en parlerai, mais aussi toute la question éventuellement de la médiation en matière d'adoption, j'en parlerai aussi. Donc, je vais commencer par le premier thème, celui qui est entré en vigueur, c'est donc la tutelle supplétive. Ça, c'est dans le droit aujourd'hui. Et ce que dit la loi, c'est ceci. Le père et ou la mère peuvent déléguer ou partager leur charge de tuteur et de titulaire de l'autorité parentale en cas d'impossibilité d'exercice. Ça, c'est vraiment nouveau. Mais juste petit rappel, la tutelle et l'autorité parentale, en droit, mettons en droit de la famille, c'est la désignation du rôle parental. Il y a deux aspects au rôle parental dans le Code civil, c'est l'autorité parentale, c'est-à-dire l'éducation, la garde, l'entretien des enfants, bref, s'occuper des enfants, et puis il y a la tutelle, qui est l'administration des biens, la représentation des enfants devant les tribunaux, la représentation des enfants dans les actes juridiques, signés pour les enfants, etc. Tutelle et autorité parentale, c'est le rôle parental en droit civil. Lorsque, comme c'est possible, la tutelle est non pas au bien à l'administration, mais une tutelle à la personne et qu'elle est confiée à une tierce personne, pas un parent, par exemple dans le cadre de l'application de la loi sur la protection de la jeunesse, alors le tuteur exerce aussi l'autorité parentale. Donc il y a un lien entre les deux, même si juridiquement ce sont deux mécanismes différents. Alors il y a un grand principe qui a toujours existé dans notre droit, dont on a hérité du droit français, c'est que la tutelle et l'autorité parentale sont des mécanismes d'ordre public. Ça veut dire qu'on peut pas décider ce qu'on en fait. C'est une obligation qui est reliée au statut de parent. Dès lors que vous êtes parent, automatiquement la loi vous désigne comme titulaire de l'autorité parentale et comme titulaire de la tutelle. Vous pouvez pas démissionner. Vous pouvez déléguer une partie, quand vous confiez votre enfant à une garderie, quand vous confiez votre enfant à l'école, vous déléguez une parcelle de votre autorité, puisque vous n'êtes plus là, mais la garde temporaire, elle est confiée à, par exemple, une garderie. Mais vous pouvez toujours la révoquer, parce que vous êtes le titulaire. Donc on peut pas, c'est pas parce que vous confiez votre enfant à la garderie que vous pouvez pas aller le chercher. C'est votre enfant, vous exercez l'autorité, donc c'est révocable. Et un des principes en droit civil est qu'on ne peut pas démissionner de ses fonctions, parce qu'elles sont d'ordre public. Or ceci, c'est une forme de démission reconnue désormais par la loi. En ce sens que les parents, le père et ou la mère, donc les deux ou un des deux, peut désormais déléguer ou partager leur charge de tuteur et de titulaire de l'autorité parentale en cas d'impossibilité d'exercice. C'est très nouveau. On accepte donc cette idée que ce n'est pas un tribunal, mais c'est le parent qui va prendre l'initiative de dire, moi, je suis dans l'impossibilité de m'occuper de mon enfant, je suis prêt à déléguer cette tâche-là, mon rôle parental, à une tierce personne. Alors, l'effet est très important aussi. Ce n'est pas révocable. Et ça, c'est une grande nouveauté. En ce sens qu'une fois qu'un parent a délégué et qu'un tribunal a entériné cette délégation, la personne ne peut pas réclamer à nouveau. Il est suspendu dans ses droits, dit la loi. Donc il y a une fois qu'on a procédé à la délégation au sens de cette disposition-ci, le parent ne pourrait récupérer son rôle parental qu'en s'adressant à un tribunal. Donc c'est vraiment une démission, entre guillemets, qui est pas définitive, parce qu'on peut toujours revenir en arrière, mais ça va être très rare. Ça va être très très rare. Si on se fie aux pratiques en matière de déchéance de l'autorité parentale qui existent aujourd'hui, lorsqu'un parent est déchu de son autorité, il peut théoriquement revenir devant un tribunal pour demander d'être rétabli dans son autorité. Ça n'arrive à peu près jamais. Je pense qu'en 30 ans d'enseignement, j'en ai vu 2, 3. Ça n'arrive à peu près jamais. Donc c'est vraiment, on peut dire que c'est de facto une transmission du rôle parental définitive. Même si je peux pas dire ça parce que théoriquement, il peut y avoir un retour. Alors,
qui peut bénéficier de cette délégation, partielle ou totale? J'imagine assez mal la délégation partielle, sauf peut-être dans certains scénarios de triparentalité dans le cadre des familles recomposées, peut-être. On peut imaginer des choses, ça serait possible avec un instrument comme celui-là. Mais qui peut devenir le tuteur supplétif? C'est le conjoint. Par exemple, le père donne son autorité, appelons-le comme ça, au nouveau conjoint de la mère, dans le cadre d'une famille recomposée. Ça peut être aussi un grand-parent, de même que le conjoint du grand-parent. Et ça peut être un oncle ou une tante. La loi n'utilise pas les termes oncle et tante, mais on dit plutôt les parents en ligne collatérale au 3e degré. En français, ça veut dire oncle et tante. Et ou le conjoint. Ça s'arrête là. Donc c'est intrafamilial. C'est dans la famille très proche. Donc l'idée, c'est une mesure, au fond, de confier son enfant, mais dans le cercle familial très proche. Les notes explicatives, il y a dans la loi, il y a quelques notes explicatives, présentent cette tutelle de la manière suivante. Je cite, c'est une alternative à l'adoption. Une alternative à l'adoption lorsque l'intérêt de l'enfant commande uniquement qu'un membre de sa famille élargie puisse agir comme le ferait un parent, en lui offrant au quotidien la protection et les soins nécessaires à son bien-être. Donc c'est pas un placement au sens de la loi sur la protection de la jeunesse, ce n'est pas une adoption au sens du code civil avec une rupture de lien, on confie l'enfant à quelqu'un de la famille élargie qui est mieux à même de s'occuper de l'enfant que le parent qui prend la décision de déléguer et donc de démissionner. Alors j'ai marqué ici les conditions prévues par la loi. J'insiste un petit peu plus sur cet élément-là parce qu'il est en vigueur. Donc c'est dans la loi. D'abord, la délégation, elle doit être autorisée par le tribunal, quand même. Ça peut pas se faire, donc c'est pas une espèce de privatisation de la tutelle et de l'autorité parentale. Il y a une vérification judiciaire. Ça peut être la Cour supérieure, s'il n'y a pas de dossier DPJ. S'il y a un dossier DPJ, une telle délégation est possible aussi. À ce moment-là, ce sera la Cour du Québec. Il y a une double. J'ai déjà écrit pour dire que moi, personnellement, je pense qu'il y a un problème constitutionnel à la compétence de la Cour du Québec, mais ça, c'est trop technique. Je ne vais pas vous parler de ça. Ça change rien. Un juge doit autoriser cette délégation de la tutelle et de l'autorité parentale. Et ça doit être fait à la demande du père ou de la mère, ou des deux. C'est une délégation complète des deux. À la demande du tuteur supplétif potentiel, donc un de ces trois, le grand-parent ou le conjoint ou l'oncle ou la tante, qui garde déjà l'enfant. Dans la mesure où les parents sont empêchés de manifester, mettons, les parents ont abandonné leur enfant. Ils l'ont confié aux grands-parents. Ben, dans un scénario comme celui-là, les grands-parents pourraient eux-mêmes faire la demande devant un tribunal. Et ça c'est une disposition qui est dans la loi et qui, à mon sens, est problématique. On prévoit que le tribunal peut néanmoins autoriser une délégation si le refus parental n'est pas justifié par l'intérêt de l'enfant. Donc, tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, c'est que c'est consensuel. Ce sont les parents qui disent, ça marche pas, je confie, soit je partage, soit je... Mais la loi ajoute, ça a d'ailleurs été très critiqué par le barreau du Québec au moment des travaux parlementaires, le tribunal peut néanmoins autoriser la délégation si le refus parental n'est pas justifié par l'intérêt de l'enfant. Et ici, je reviens là-dessus parce que je dois d'abord vous montrer autre chose. L'enfant doit consentir à partir de 10 ans. Ça c'est comme en matière d'adoption. Je ne sais pas si vous savez, en matière d'adoption, l'enfant doit consentir à sa propre adoption. Un tribunal pourrait éventuellement écarter l'opinion de l'enfant entre 10 et 14 ans, mais en principe respecte son opinion. Et à partir de 14 ans, l'enfant a un droit de veto à cette délégation. Comme en matière d'adoption, on ne peut pas adopter un enfant de 14 ans qui n'est pas d'accord, c'est impossible. Et alors que c'est possible pour un enfant de 10 ans, mais qui doit quand même, on doit quand même chercher son consentement. Maintenant, sur cette question-ci, moi, j'ai deux questionnements que je vous soumets et je vous soumets aussi ma réflexion là-dessus. D'abord, les 10 ans, est-ce que c'est trop jeune ou est-ce que c'est pas trop jeune? Le nouvel article du Code de procédure civile qui a été modifié avec la nouvelle loi ici nous dit le mineur de 10 ans et plus doit recevoir signification de toute demande relative à la tutelle supplétive. Personnellement, j'ai beaucoup de problèmes à impliquer un enfant de 10 ans dans les procédures comme ça. Donc c'est une obligation qui est faite.
le grand-parent, ou l'oncle, ou la tante, ou le conjoint, peu importe, qui fait une demande, doit signifier la procédure à un flot de 10 ans. C'est peut-être parce que moi j'avance en âge, mais plus j'avance en âge, plus je trouve que ça c'est vraiment jeune pour recevoir des procédures. Et signification, vous savez ce que ça veut dire, hein? Ça veut dire un huissier qui vient vous apporter ça. Donc, il y a là une implication de... Alors, si on prend ça, l'enfant fait signifier les procédures, officiellement. C'est une obligation. En plus de ça, ça prend son consentement. Il a donc un pouvoir décisionnel. Je mets ça en lien avec l'article 12 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant, que j'ai mise ici. Attendez, elle est ici. L'article 12 dit... Les États partis, dont le Canada, garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion, le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. Ça, c'est l'engagement international du Canada. Mais nous, on va beaucoup plus loin ici. On dit l'enfant doit recevoir signification des procédures, et non seulement ça, mais la délégation n'est pas possible, et l'autorisation du tribunal n'est pas possible si l'enfant de 10 ans n'est pas d'accord, à moins de circonstances exceptionnelles. On va beaucoup plus loin avec la Convention internationale qui nous dit, il faut l'écouter. Et puis selon son âge, selon son degré de discernement, tenir compte. Un peu comme en matière de garde. Hein. En matière de garde, les tribunaux n'ont cesse de dire, à partir de 12 ans, un enfant qui veut ou qui veut pas, qui exprime son opinion, ben, ça devient un critère très très important. Mais il reste qu'un tribunal garde le pouvoir de vérifier si ce que dit l'enfant est conforme à son propre intérêt. Et ici, je trouve qu'on va très loin et on l'a fait un peu vite. Et la raison pour laquelle on l'a fait, c'est qu'on l'a calqué, cette règle de délégation de la tutelle, sur les règles actuelles en matière d'adoption. L'enfant à 10 ans doit consentir à sa propre adoption. Moi, ma réponse à ça, c'est que adoption et tutelle, c'est pas la même chose. L'adoption, on touche au lien de filiation. Il y a donc une espèce de gravité, ne fût-ce que symbolique, mais c'est plus que ça, qui semble justifier une plus grande participation de l'enfant, même à partir de 10 ans. Et ce 10 ans, c'est depuis très très longtemps. La loi de 69 déjà prévoyait qu'un enfant de 10 ans devait consentir à son 1969 devait consentir à son adoption. Mais donc là, sur ce point-là, je me questionne. Et je pense que les intervenants sociaux, les travailleurs sociaux, les psychologues auront certainement quelque chose à réfléchir là-dessus. Cette tendance qu'on a à impliquer beaucoup les jeunes, au Québec plus que dans les autres provinces, formellement dans les procédures, est quelque chose qui, à mon avis, mérite d'être un petit peu questionné. Le deuxième questionnement, qui est beaucoup plus important, c'est cette question de refus parental non justifié par l'intérêt de l'enfant. Donc, un juge peut ordonner, c'est ça que ça veut dire. La loi dit, le juge peut autoriser la délégation. En réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le juge peut ôter le droit d'autorité parentale et de tutelle aux parents qui refusent, parce que ce refus serait non justifié par l'intérêt de l'enfant. Et donc, ma question est la suivante. Cette suspension des charges de tuteur et de tutélaire de l'autorité parentale, qui est l'effet de la délégation. On suspend le droit parental. Est-ce que ce n'est pas une déchéance de l'autorité parentale déguisée? Et en deux mots, sans entrer trop dans la technique, on connaît déjà dans notre droit la déchéance de l'autorité parentale, qui est et qui ne peut être prononcée que par un tribunal, la Cour supérieure, quelques exceptions parfois en Cour du Québec, mais la Cour supérieure, et ça doit être dans l'intérêt de l'enfant, mais plus que ça doit être motivé par des motifs graves. Donc il y a une espèce de... Il suffit pas de regarder quel est l'intérêt de cet enfant-là. Tout le monde sait que la notion d'intérêt est difficile aussi à objectiver, et donc la loi dit il faut des motifs graves. Ce qui a amené les tribunaux à interpréter les règles en matière d'échéance de manière très restrictive. Les tribunaux disent tout le temps c'est une mesure exceptionnelle. C'est une mesure d'une énorme gravité. Et on ne peut, en fait, déchoir un parent, c'est indiquer à un parent qu'il est un parent indigne. Et donc, on le déchoit. Il perd pas seulement l'exercice du droit, il perd le droit lui-même. Et donc, ça prend un motif grave. Or, ici, le résultat est le même. La loi parle d'une suspension des charges du tuteur et du titulaire de l'autorité parentale. On parle pas de l'exercice. C'est une suspension du droit lui-même avec une possibilité éventuellement d'être rétabli dans son droit. C'est donc, ni plus ni moins, une forme de déchéance, sans exigence de motifs graves. Et donc, je ne veux pas entrer dans les aspects techniques
juridique, mais j'ai des sérieux doutes même sur la constitutionnalité de cette disposition-là, parce que la Cour suprême, à quelques reprises déjà, a reconnu que les parents ont un droit fondamental à éduquer leurs enfants et à être en contact avec leurs enfants. Et dans une cause qui date déjà de plus de 20 ans, de 1993, en Cour suprême, il s'agissait d'un père qui faisait du porte-à-porte comme disciple de Jéhovah avec ses 2 petites filles, et la mère voulait faire obstacle à l'exercice du droit de visite de ce père en disant notamment bon, c'est mauvais pour les enfants, et une des questions qui s'est posée, c'est est-ce que la mère peut faire obstacle à l'exercice du droit de visite, et si oui, quels sont les critères qui permettent de limiter l'exercice du droit de visite. Et la Cour suprême, en tout cas les juges majoritaires de la Cour suprême ont dit, pour pouvoir restreindre de façon aussi importante un droit fondamental du parent, notamment le droit à la liberté de religion, le droit d'éduquer ses enfants, il faut, la Cour suprême dit, le test le plus justifié, c'est celui de la démonstration d'un risque, et pas nécessairement un risque, comment dire, un préjudice avéré, mais un risque réel d'un préjudice, ce qui est beaucoup plus important comme critère que simplement l'intérêt de l'enfant. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pas mieux? Et donc, à la lumière de cette jurisprudence et d'autres décisions, on peut remettre, en tout cas je remets en question la largesse de ce test qui dit il suffit que le tribunal constate que le refus parental est contraire à l'intérêt de l'enfant pour ordonner la délégation et donc au fond déchoir en quelque sorte le parent. Donc moi je pense que là-dessus, le jour où un tribunal va forcer une délégation dans l'intérêt d'un enfant, alors qu'on est dans un dossier borderline pour ce qui est des motifs, il va y avoir, à mon avis, une contestation de ces dispositions-là. Mais la règle en droit, c'est que tant qu'il n'y a pas de contestation, la loi, c'est la loi, et elle est donc valide. Mais je pense qu'il y a un sérieux problème. Et pas besoin d'être juriste pour comprendre qu'il y a un problème là. Le test de l'intérêt de l'enfant, c'est le même test que celui en matière de garde d'enfant, chez maman ou chez papa. Toutes sortes de critères qui peuvent entrer en ligne de compte. Mais c'est le même test ici. C'est très léger comme test pour dire à un parent, tu perds le droit d'autorité parentale, tu perds le droit de tutelle. Donc ça m'apparaît très très léger comme test. On verra ce que ça va donner dans la pratique. L'autre point, il est quelle heure? Là, j'ai aucune idée de l'heure. Midi et demi. Et on est ici jusqu'à quelle heure, possiblement? Ah oui, d'accord, ça sera plus court que ça. Mais l'adoption avec, on va garder un temps pour s'il y a des questions, mais l'adoption avec reconnaissance de liens préexistants de filiation. Ici, la loi dit, désormais le consentement, quand le père et la mère vont dire je consens à l'adoption de mon enfant, il faudra indiquer si c'est une adoption avec reconnaissance de liens préexistants de filiation ou si c'est un consentement à une adoption sans la reconnaissance d'un lien préexistant de filiation. Le critère pour qu'un tribunal, dans la deuxième étape, c'est-à-dire celle de l'ordonnance de placement en adoption, quand le tribunal intervient, accepte de prononcer une ordonnance de placement en adoption avec reconnaissance de liens préexistants, c'est lorsque l'intérêt de l'enfant lorsque c'est dans l'intérêt de l'enfant doit protéger une identification significative à son parent d'origine. Il y a là donc déjà dans la formulation du texte une restriction importante. On semble indiquer qu'il faudra faire la démonstration de l'existence d'un lien préexistant et pas simplement une présence. Et donc, on peut se poser la question, est-ce que les tribunaux vont être souples? Est-ce que les tribunaux vont être généreux dans la prononciation des ordonnances de placement en vue d'une adoption avec reconnaissance de liens préexistants lorsqu'il s'agit d'un bébé? On comprend que oui, si c'est l'adoption d'un enfant de 5-6 ans, ce sera pas très compliqué de faire la démonstration de la reconnaissance d'un lien préexistant de filiation. À l'inverse, la loi dit bien les liens préexistants de filiation et non pas des liens de parentalité. Ce qui serait un argument pour dire, mais non, qu'il y ait eu un réel lien affectif n'est pas pertinent ici. Ce qui est important de reconnaître, c'est l'importance de liens préexistants de filiation. Et du coup, ça ouvrirait la porte à une reconnaissance quasi automatique de ce lien pour tout ce qui est l'adoption intrafamiliale.
L'adoption par le conjoint, le nouveau conjoint. Même si c'est un petit bébé, on dirait, mais là c'est important, ça reste dans la famille, et donc il est intéressant de reconnaître, de ne pas couper le lien avec un des membres de la famille. Il y aura des discussions, c'est pas comme les tribunaux, donc ce sont les gens qui vont décider de consentir en vue d'une adoption avec ou sans le lien, mais c'est le tribunal qui devra entériner cela au moment de l'ordonnance de placement. Et là, on va voir comment ça va aller. Ça n'est pas encore en vigueur. Hein, ça entrera en vigueur au mois de juin de l'année prochaine. Maintenant, ceci, c'est une version très très édulcorée de ce qui a été présenté, proposé par le rapport de Carmen Lavallée et dans l'avant-projet et dans les deux autres projets de loi où on proposait ni plus ni moins la reconnaissance de ce qu'on appelle en France l'adoption simple, c'est-à-dire l'adoption d'un enfant avec maintien du lien de filiation d'origine et ses conséquences juridiques, par exemple sur le plan du droit successoral. Alors les deux projets de loi antérieurs reconnaissaient la pertinence, la légitimité d'un nouveau modèle d'adoption au Québec, c'est-à-dire l'adoption avec maintien du lien de filiation d'origine, tout en créant un nouveau lien avec 100% de l'autorité parentale auprès des adoptants, c'est bien clair, 100% de l'obligation alimentaire aussi auprès des nouveaux, donc l'enfant entre dans sa nouvelle famille à 100%, mais avec un maintien de lien de filiation. Le gouvernement a fait marche arrière là-dessus et a modifié, a refusé la création d'un nouveau modèle d'adoption au profit de cette chose, j'appelle cette chose qui est en fait, qui au fond n'a d'incidence que sur le plan identitaire et encore, ce n'est que de dire, au fond c'est quoi? L'effet direct de ça, ça veut dire qu'il y a certaines adoptions où l'enfant aura directement accès à son information d'origine dans son acte de naissance. C'est ça la différence. Tout ça pour ça. Hein. Ça veut dire qu'il va y avoir désormais des adoptions, comme aujourd'hui, la plupart, où l'enfant n'aura accès qu'à son acte de naissance tel que modifié par le jugement d'adoption, avec un secret sur les origines. Et puis il va y avoir des adoptions où il va y avoir une reconnaissance de lien préexistant de filiation, et la loi prévoit un mécanisme pour que le directeur de l'État civil insère ces informations dans les registres, et par conséquent, cet enfant-là, et quiconque qui a accès au registre de l'État civil, pourra savoir que cet enfant, qui s'appelle Joseph Tremblay, et il s'appelle Joseph Tremblay parce qu'il est adopté par les Tremblay, mais en réalité, son origine, c'est qu'il est le fils de monsieur et madame une telle, donc ce sera clair, ce sera accessible dans les actes d'état civil. C'est ça la grande différence. Mais sur le plan de la filiation, il y a rupture. Il n'y a pas de maintien du lien de filiation. Il n'y a aucun effet juridique à cela, si ce n'est l'accès à l'information au niveau du registre de l'état civil. Le consentement de chaque parent, c'est quel parent? Les parents d'origine. Oui. Okay. Et non les parents adoptifs. Mais évidemment, c'est tout de même une étape importante et qui nous éloigne beaucoup. Encore tout à l'heure, je relisais un texte écrit en 72 par Jean Pinault, qui est mon prédécesseur ici, enseignait le droit de la famille ici, il est décédé maintenant. Il a écrit un traité en droit de la famille. J'étais relire vite, avant de venir ici, son chapitre sur la question de la rupture du lien et le secret. Et il écrivait ceci en 72, il n'y a pas si longtemps, même si vous n'étiez pas né. Puisque l'enfant adoptif a une nouvelle famille, il lui faut rompre de façon définitive avec sa famille d'origine. S'il n'en était pas ainsi, cet enfant serait ballotté d'une famille à l'autre. La famille adoptive n'étant jamais sûre de ne pas perdre un jour cet enfant, ce qui ruinerait l'institution de l'adoption. Ça, c'était la manière de voir les choses en 72, tel qu'enseigné ici même à la faculté de droit. Alors le DPJ devra donner son avis, et le lien de filiation d'origine est rompu par le jugement d'adoption, mais l'information est publique. C'est ce que j'ai dit, donc on reste dans le modèle de la rupture, tel qu'on le connaît. Il n'y a pas de changement de paradigme, diraient les sociologues, ça reste le même modèle d'adoption. Alors, une petite différence, si l'adoption est avec reconnaissance, il y a une possibilité d'attribution d'un nom composé. Il pourra prendre une partie du nom d'origine, de famille, d'un de ses parents, et une partie du nom de famille des nouveaux parents. Donc on pourra faire un mix des noms. Donc il y a une modification aux règles de l'attribution des noms.
C'est intéressant. Donc c'est une espèce de reconnaissance, même au-delà du symbole, vraiment l'identité de l'enfant qui pourra porter un double nom si évidemment les parents adoptifs sont d'accord. Parce que là, c'est leur choix à eux. Ça, c'est pour l'adoption avec reconnaissance des liens préexistants de filiation. Alors, tout ça, après 10 années de débat, 15 années de débat sur l'opportunité d'introduire un nouveau modèle d'adoption, qui a donc été abandonné par le législateur. L'adoption dite ouverte. J'en dis quelques mots parce que j'ai un lien un petit peu personnel avec ce sujet-là, parce qu'au début des années 90, j'ai mené plusieurs projets de recherche sur l'adoption ouverte. À l'époque, on commençait à en entendre parler en 91, 92, et j'avais déjà à l'époque constaté avec Suzanne Baudouin et avec Romaine Ouellette un écart considérable entre les pratiques dans les centres jeunesse, dans les services d'adoption, et la fermeture de la loi, et la fermeture aussi dans la jurisprudence pour ce qui est des contacts post-adoption entre l'enfant et sa famille d'origine, sous quelque forme que ce soit des lettres, des téléphones, je dirais aujourd'hui Internet, ou même des contacts plus personnels, genre droit de visite. Et la loi maintenant, c'est pas encore en vigueur, c'est une partie qui va entrer en vigueur d'ici juin prochain. La loi reconnaît la possibilité de faire des ententes entre les parents d'origine et les parents adoptifs sur l'idée d'une forme de maintien de relation, une forme de contact, que ce soit épistolaire, que ce soit peu importe, ça peut être très dilué, comme ça peut être plus intégré, carrément un droit de visite, droit de sortie, etc. C'est à la libre disposition des parties, comme ça se fait d'ailleurs régulièrement dans certains dossiers d'adoption, particulièrement des enfants un peu plus âgés. Et le nouvel article 579 du Code civil se lira ainsi: une entente visant à faciliter l'échange de renseignements ou des relations interpersonnelles peut être conclue par écrit entre l'adoptant et des membres de la famille d'origine. Il faut que ce soit écrit. On ne dit pas que ça prend un jugement. Il faut qu'une entente est possible. Mais donc, l'important, c'est qu'on reconnaît la légitimité d'une entente de contact post-adoption dans la loi. Et on ajoute l'entente ne peut être conclue que dans l'intérêt de l'enfant. Évidemment, c'était même pas nécessaire de le dire. S'il est âgé de 10 ans et plus, l'enfant doit y consentir et il peut y mettre fin. Donc là, on donne encore une fois à l'enfant de 10 ans un pouvoir décisionnel. Hein, il a un droit de veto, avant qu'il soit dans la possibilité de manifester sa volonté. Mais donc, l'enfant de 10 ans est au cœur du processus d'entente. Alors, où est-ce que j'ai mis ça? En fait, c'est... Voilà, alors ma question, oui, excuse-moi. C'est l'équivalent de l'entente morale qui existe actuellement. Aujourd'hui, on dit l'entente morale. Hein? Ça existait depuis longtemps, mais avant le changement. Oui, ça existe depuis 30 ans. Hein? C'est quoi la différence avec... La grande différence, c'est que c'est dans la loi. Et que c'est une entente qui va être exécutoire. C'est une entente dont on pourra demander le respect devant les tribunaux. Par exemple, s'il y a une entente de contact et que les parents adoptifs disent finalement non, ça pourrait être contesté devant un tribunal, et le tribunal, à ce moment-là, sera saisi d'un débat sur le sort de cette entente, à partir de l'intérêt de l'enfant. Mais si la preuve montre que les parents adoptifs ont tout simplement fait miroiter qu'ils seraient d'accord, mais finalement non, et que, alors que l'intérêt de l'enfant dicte qu'il y ait un maintien de contact, le tribunal pourra l'ordonner. Donc, c'est la reconnaissance de la légitimité, voire même la légalité, de ce qu'on appelle jusqu'à présent des ententes morales. Une question importante qui se pose, c'est le consentement à l'adoption peut-il être conditionnel à la signature d'une entente d'ouverture? Ça, c'est une grande question. Est-ce que madame, qui veut, entre guillemets, donner son enfant, est-ce qu'elle peut dire, je donne, comme certains l'ont fait, je donne mon enfant, mais pour une adoption ouverte? Et là, il y a de la jurisprudence là-dessus, parce que comme vous dites, ça se fait depuis longtemps. Et donc, il y a pas mal de décisions là-dessus, enfin, il y a plusieurs décisions là-dessus, dans lesquelles, par exemple, une mère d'origine dit, moi j'avais consenti pour une adoption ouverte, et finalement, une fois que le jugement d'adoption est prononcé, les parents adoptifs viennent dire, non, c'est une entente morale, mais nous, on est les gardiens de l'intérêt de l'enfant, et donc nous refusons désormais qu'il y ait ce maintien de contact. Alors la mère, elle disait, moi, j'ai consenti avec contact, et là, donc je demande la rétractation de mon consentement, ou le respect de la convention. Et il y a eu deux courants jurisprudentiels. Un courant majoritaire, donc il y a une majorité de juges qui disaient, ces ententes, elles ne sont pas prévues par la loi. Elles ne sont que morales.
Et même il y a certains juges qui disaient consentir avec une condition de maintien de contact, c'est contraire à l'ordre public. Ça n'est pas prévu dans la loi. Le consentement, c'est un consentement qui n'est pas conditionnel et qui ne peut pas être conditionnel. Et d'autres juges disaient oui, c'est vrai, mais par contre, il reste que cette femme, elle a consenti à quelque chose qui n'est pas ce à quoi on dit qu'elle a consenti. Et là, il y a un gros problème parce qu'on a posé pendant les travaux parlementaires, je pense que j'ai l'extrait ici, pendant les travaux parlementaires, la question a été posée à la ministre de la Justice, qui doit ces jours-ci répondre à beaucoup de questions. Vous avez vu des questions délicates encore ce matin. Je sais pas si vous avez vu, mais elle a patiné sur la loi, sur les accommodements. Là. Ça, je vous dis que c'est pas difficile à interpréter cette loi-là, mais l'autre, ça va être pire. Hein. Alors, Madame Vallée, la ministre de la Justice, a une question de Madame Yvon. Est-ce que le consentement pourrait être conditionnel à la signature d'une entente? Madame Vallée a dit en chambre, les consentements à l'adoption ne peuvent être subordonnés à la conclusion d'une entente de communication. C'est ce qu'elle a dit. Mais c'est pas marqué dans la loi. Or, il y a un grand principe en droit selon lequel il faut interpréter la loi et donc éventuellement recourir aux travaux parlementaires que si le texte n'est pas clair. Or, rien dans la loi nous dit que le consentement ne peut pas être conditionnel à une... Et même si on lit la loi de façon restrictive en disant la seule condition qui est prévue dans la loi au consentement, et je serais assez d'accord avec cette interprétation, c'est est-ce que je consens à une adoption avec la reconnaissance de l'existence d'un lien de filiation antérieur ou non. Alors, un argument consistera à dire, puisque la loi a prévu une condition, ben, à contrario, il n'y en a pas d'autre. Sinon, il l'aurait dit. C'est un très bon argument, je suis assez d'accord avec ça. Mais, ça n'écarte pas les autres principes de droit. Notamment, les principes du droit des obligations, qui prévoient que dans notre système juridique, quand on consent, le consentement pour être valide doit être libre et éclairé. Éclairé, ça veut dire qu'on doit donner un consentement sur un objet dont on connaît tous les aspects. Hein? Si je consens à quelque chose, mais qu'en réalité j'ai été mal informé, si vous allez voir un médecin qui vous informe pas des risques, et vous dites d'accord, je veux bien l'opération, et après coup, il y a un problème, vous dites mais j'étais pas informé, donc mon consentement n'était pas éclairé, et donc votre consentement, il n'est pas valide, et le médecin, il a un gros problème. Eh bien, moi ce que je dis ici, c'est que c'est la même chose. La madame qui consent, mais elle dit à tout le monde, oui, mais on fait une entente d'ouverture, et je consens. Son consentement n'est pas formellement conditionnel parce qu'il ne peut pas l'être, mais il reste que c'est à cela qu'elle consent. Et donc un tribunal pourrait aujourd'hui, à la lumière de cette loi-là, dire, elle a consenti, mais elle n'a consenti que parce que il y avait une entente sur l'ouverture. Et la jurisprudence ancienne, celle qu'on a jusqu'à aujourd'hui, qui consiste à dire ce n'est qu'une entente morale, et par conséquent, elle ne peut pas conditionner le consentement. Ça tient plus, puisque ce n'est plus une entente morale. C'est une entente qui est légale, qui est prévue et légitimée par la loi. Donc, je pense que là, il va y avoir des grosses discussions sur est-ce que les consentements peuvent être formellement conditionnés par une entente. Hein? Et puis l'autre question qui s'est posée, c'est quand est-ce que cette entente peut être signée? Et dans une mouture antérieure de cette loi-ci, dans l'avant-dernier projet de loi, il y avait une disposition qui disait ceci. L'entente comment elle s'appelle? L'entente sur l'échange de renseignements de relations ne peut pas être signée avant le consentement à l'adoption. Ça, c'était dans une mouture antérieure. Ça n'est plus dans la loi aujourd'hui. Si c'est pas dans la loi, ça ouvre une belle discussion. Non seulement c'est pas dans la loi, mais en plus, dans les travaux parlementaires, Madame Vallée a exprimé, la ministre de la Justice, a exprimé ceci suite à une question de Madame Yvon. Quand est-ce que ça peut être pris, cette entente-là? À quel moment dans le processus? Réponse de la ministre, il n'y a pas de restriction non plus à l'égard du temps, à l'égard du moment où elle est conclue. Elle peut être conclue à tout moment dans le processus. Or, le processus, ça commence par le consentement. Ce qui veut dire tout moment dans le processus, dans l'esprit de la ministre, ça veut dire au moment du consentement.
Et moi, ça, je sais bien que c'est pas ça qu'un ministre voulait. Et ce n'est pas ça que Madame Yvon voulait non plus, parce que quand on lit tous les travaux, on se rend compte qu'il y a une chose qui semble avoir fait peur aux députés, c'était le marchandage. Je te donne mon enfant, mais seulement si. Mais moi, ma recherche sur le terrain m'a démontré que c'est pas du marchandage. C'est tout simplement pour les mères qui acceptent de, pas abandonner, mais de confier leur enfant à quelqu'un d'autre, de recevoir la garantie et la certitude que ce n'est pas un abandon. Et que, même si on confie son enfant à une tierce personne, il reste que une forme de relation demeure possible. Et moi, j'ai déjà écrit là-dessus que ça m'apparaît un mécanisme très intéressant pour éviter des procédures agressives de déclaration d'admissibilité à l'adoption. Quand un parent refuse de consentir et que le DPJ veut l'adoption, il n'y a qu'une voie, c'est la déclaration d'admissibilité à l'adoption. C'est ce qu'on appelle l'adoption forcée. Et ça, c'est les dossiers à peu près les plus pénibles en cours du Québec. On enlève un enfant à une mère qui ne veut pas qu'on lui enlève son enfant. Or, moi, j'ai pu constater, à la suite de certaines recherches que j'ai faites, que dans de nombreux cas où des parents avaient refusé leur consentement et étaient donc impliqués dans un processus de déclaration d'admissibilité à l'adoption, en réalité, si on leur avait dit « tu peux consentir », avec la garantie qu'il y aurait une forme de maintien de contact, elles auraient consenti. Ce qui veut dire que c'est un mécanisme qui peut devenir vraiment ce que les Anglais appellent « it's a good law ». C'est une loi qui fait qu'il n'y aura pas de conflit. Et qu'au lieu d'y aller en déclaration d'admissibilité à l'adoption, les gens vont, surtout les femmes, vont consentir sous la garantie d'une forme de maintien de contact. Donc, je trouve que ça, c'est un très bon argument pour plaider en faveur de la possibilité de conclure des ententes d'ouverture au moment du consentement, contrairement à ce que d'autres analystes avancent, et contrairement aux craintes, je pense aussi, de Madame Yvon, qui voit là un danger de marchandage. Franchement, je vois pas de danger de marchandage là-dedans. Donc ça, c'est une chose que je voulais souligner. L'adoption ouverte. Pour terminer avec l'adoption ouverte, donc le droit de veto, ça je voulais montrer. Ah oui, autre problème, même s'il n'y a aucune demande en justice, les parties auront droit à une médiation subventionnée. Ça c'est nouveau, c'est spécial. Mais pendant les débats, qui ont duré plusieurs journées en commission des institutions, des affaires sociales, à un moment donné, la ministre, comme ça arrive, c'est comme ça qu'elle lance au fond, hein, elle a une inspiration. C'est vraiment ça, on voit en lisant les travaux, et elle dit, je me demandais, elle s'adresse à Mme Yvon, qui est de l'autre côté, qui représente le Parti québécois, elle dit, me demandez une idée comme ça, ce serait peut-être une bonne idée d'avoir de la médiation pour régler ces ententes. Personne jamais avait parlé de ça. Et puis finalement, mais ça se retrouve dans la loi. Là, les fonctionnaires sont partis avec ça, le ministre a dit, on semble y avoir un consensus en médiation, mettez ça dans la loi. Et là, ils l'ont mis dans la loi. Alors, ce qu'ils ont mis, c'est tant et aussi longtemps que l'ordonnance de placement en adoption n'a pas été rendue, t'as pas droit à la médiation. C'est le DPJ qui doit s'organiser pour que des discussions saines aient lieu entre les candidats à l'adoption et la famille d'origine. Une fois que le jugement d'ordonnance de placement a été rendu, c'est le retrait du DPJ du dossier. Ça. Une fois que le DPJ s'est retiré du dossier, à partir de ce moment-là, si les parties veulent négocier une entente de maintien de contact, à mon avis, ça se fera jamais, mais bon. Et, parce que ça se fait toujours avant, au début du processus, je sais pas s'il y a des gens du service d'adoption, généralement c'est au début du processus, c'est très rare que ça se fait après l'ordonnance de placement quand les jeux sont faits, mais on prévoit ici que si il y a une ordonnance de placement qui est rendue, alors les parties peuvent aller en médiation. Non seulement ils peuvent aller en médiation, mais ça va être la même médiation que celle en matière de divorce ou de garde d'enfants, c'est-à-dire financée par l'État. C'est un autre exemple où je trouve dommage qu'on n'ait pas fait une réforme globale, parce que là on dit on va donner de la médiation pour une tête d'épingle, mais il y a bien d'autres domaines où la médiation serait intéressante. Par exemple, tous les conflits grands-parents, petits-enfants, les liens des grands-parents avec leurs petits-enfants, c'est pas couvert par les services de médiation aujourd'hui. Pourtant, c'est le dossier qui devrait être soumis à médiation avant d'aller chicaner en cours. C'est pas réglé. Mais par contre, là, parce que la ministre a eu une inspiration, c'est maintenant dans la loi.
D'abord, moi, je pense que il y en aura pas. J'ai parlé à Trois-Rivières les 2 semaines avec une haute fonctionnaire du ministère de la Justice. Et là, ils partent en peur avec ça parce qu'ils sont en train de se demander combien de dossiers il va y avoir. Et est-ce qu'il va falloir faire le rétroactif et rappeler tous les gens qui ont adopté? Est-ce qu'il va falloir leur dire, vous savez, le DPJ va vous aider, ou bien vous avez droit à la médiation, payée, combien ça va coûter, qu'est-ce que ça va être comme opération, retrouver tout le monde? À mon avis, il y a personne. La médiation, c'est quoi? C'est un règlement de conflit. Et s'il y a un conflit, ça veut dire quoi? C'est parce que le parent adoptif ne veut pas. Mais il va jamais accepter d'aller en médiation. Il va dire non. Et ça règle le dossier. Il n'y a plus de conflit. Donc, dire une médiation après l'ordonnance ou après le jugement, à mon avis, c'est un non-sens. Donc, ils ont une idée, mais ils n'ont pas réfléchi leur idée. Les obligations du DPJ, c'est d'informer la possibilité de l'entente d'ouverture. Ça, c'est quand même assez intéressant. Donc, aujourd'hui, quand les services d'adoption vont avoir un dossier d'adoption, un enfant à adopter, et ils vont regarder dans leur liste des parents qui pourront matcher avec cet enfant-là, le DPJ aura l'obligation d'informer et de voir les possibilités de l'entente d'ouverture et d'offrir des services d'accompagnement avant le prononcé de l'ordonnance de placement, faciliter les enjeux. Bon. Il y a donc une obligation positive mise sur les services d'adoption à partir de juin 2018 pour tout ce qui est des ententes d'ouverture. En d'autres mots, je pense que l'ouverture deviendra donc quelque chose qui est de plus en plus dans la culture des services d'adoption. Ça l'est déjà, mais ça le sera légalement. Ça fait désormais partie du portrait de l'adoption au Québec. Alors, très rapidement, comme ça il restera un peu de temps pour des questions. Il est quelle heure? Moins 5. Quelques mots quand même sur le clou du projet. Alors, je dis le point important pour beaucoup de gens, c'est la fameuse question des retrouvailles. Vous savez comment ça marche aujourd'hui, hein? Aujourd'hui au Québec, même si ça a été un petit peu assoupli, l'idée c'est que il faut qu'il y ait une rencontre de consentement. Il faut que le jeune ait envie de, et il faut que le parent d'origine soit d'accord de, ou ait envie de, et que le jeune soit d'accord de. Bref, c'est une demande qui doit émaner des parties. Encore faut-il qu'elles sachent qu'ils sont adoptés. D'ailleurs, en passant dans la loi, il y a une obligation qui serait imposée aux parents d'informer les enfants qui sont adoptés. Ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas c'est marqué. Il appartient aux parents d'informer. Là, on inverse complètement la méthodologie, et on adopte la méthodologie qu'on retrouve dans la plupart des autres provinces. On va présumer que les données identificatives ou identifiantes, voire même le contact, sont possibles, à moins qu'un veto n'ait été enregistré. Donc on inverse la méthode, et ça se fait de cette manière suivante. L'adopté a droit de connaître ses origines et d'obtenir les renseignements permettant la reprise de contact. C'est un droit qui est inscrit, donc c'est un droit de connaître ses origines. Hein? Même pour l'adoption, sans reconnaissance de l'existence d'un lien de filiation préexistant. Hein? Donc, dans toutes les adoptions, désormais, l'adopté a droit de connaître ses origines, et le parent d'origine a le droit au renseignement lorsque l'adopté est devenu majeur, automatiquement, sauf consentement, évidemment. À ce moment-là, ça pourrait être plus tôt. Mais donc, on a complètement inversé le système, et il y aura un double veto possible dans un registre, un refus à la communication d'identité, et dans des cas où il n'y a pas de refus de communication d'identité, on pourra enregistrer quand même un refus de contact. Donc, c'est un veto à double palier. Je mets le veto sur les communications, et donc aussi sur le contact, ça va de soi. Ou je ne mets pas de veto sur les données identifiantes, mais je peux tout de même enregistrer un veto de contact. Donc, je veux bien qu'il sache qui je suis, mais je veux pas qu'il me contacte. Donc, c'est un double veto qui sera dans un registre. Gros travail pour les services d'adoption qui auront à gérer tout ça. D'ailleurs, la loi leur donne beaucoup de pouvoir pour aller chercher l'information, impose beaucoup d'obligations à tous les ministères pour donner cette information aux services d'adoption. Donc là, il y a une grosse machine qui va se mettre en route. Et le parent d'origine peut inscrire son refus à la communication de son identité dans l'année de la naissance. S'il ne le fait pas, dans l'année de la naissance, alors il y a ouverture. Pour les adoptions qui s'en viennent. Et puis, il y a des règles de droit transitoire. Quand la loi va entrer en vigueur, on veut tout de même respecter
la vie privée des gens qui ont consenti à une adoption à l'époque où ça n'existait pas, ce système. Donc on a prévu un mécanisme que si l'adoption est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi, alors la personne elle est protégée. Elle peut consentir à ce qu'on donne ces renseignements, mais elle est protégée d'office, quel que soit le nombre d'années depuis le jugement d'adoption. Avant la communication d'identité, aujourd'hui, une personne peut enregistrer un refus de contact. Bon, c'est trop technique, je parle pas de ça. Ce qui est intéressant, c'est ceci. Le refus à la communication de l'identité devient inopérant 1 an après le décès de la personne. Ça, c'était une grosse décision. Une personne peut inscrire un refus. Donc, exemple concret, madame donne son enfant à l'adoption et elle enregistre, dans l'année, elle enregistre le refus de communiquer des données sur elle. Elle dit, je veux pas qu'il sache. Je le donne, puis je veux pas qu'on sache rien sur moi. Si cette femme décède, eh bien, 1 an après son décès, ces informations deviennent publiques. Ben, pas publiques, mais ces informations sont disponibles pour l'enfant. Donc, on a carrément aboli le secret de l'adoption, dans ces conditions-là. Mais sans cœur, sans dans le sens où tu refuses, alors l'enfant sait rien, puis la journée il va l'apprendre, c'est quand le parent biologique est mort. Oui. Est-ce qu'on a pensé à la perspective des enfants dans ça? Wow. Comme souvent les lois, c'est une loi de compromis. Hein? On aurait pu faire une loi, comme dans certains pays, qui reconnaissent comme droit fondamental le droit des enfants de connaître leurs origines. Pas seulement à l'adoption, aussi en procréation assistée. Et quelles que soient les circonstances. Ça existe en Suède, ça existe dans d'autres pays. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, comme on a toujours fait ici au Québec, avant les premières règles des années 80 sur les retrouvailles, c'est la règle du secret absolu. Au nom de quoi? Au nom de la pérennité de l'adoption. On voulait pas que l'adoption soit mise en danger. Et au nom du respect de la vie privée de ces femmes qui, il faut bien le comprendre, à l'époque étaient considérées comme des femmes qui avaient commis un péché très grave. Donc l'idée de respect de la vie privée avait une consonance très particulière à l'époque. Donc, entre ces deux pôles, le gouvernement du Québec a louvoyé et a tenu compte de toutes sortes d'intérêts et de revendications pour arriver à un compromis qui est celui-ci. Et qui fait que celui qui est en faveur de la reconnaissance claire d'un droit fondamental aux origines sera insatisfait. Hein. De même que celui qui se bat pour le respect absolu de la vie privée de ces femmes qui ont donné un enfant à l'adoption seront un peu insatisfaits aussi. Mais c'est donc un compromis qui est celui qui est inséré. C'est une grande promesse, ça intéresse beaucoup les gens qui font du droit des autochtones et qui s'intéressent à la théorie du droit parce que c'est la reconnaissance ici que et donc la loi coutumière peut être reconnue formellement par notre loi. Et donc la coutume autochtone le résultat de l'application de la coutume va être inséré dans nos registres d'état civil. Donc c'est un très intéressant exemple de reconnaissance d'une normativité en dehors de la normativité officielle de l'Assemblée nationale. Donc c'est une ouverture, c'est une véritable ouverture à la culture, aux autres cultures, mais aussi... Alors il y a des gens qui sont un petit peu méfiants, qui se disent oui, mais comment est-ce que l'intérêt de l'enfant, c'est pas sans débat. Voilà, je pense que c'est la dernière. Il y a d'autres choses dans la loi, mais je trouve les autres choses n'ont pas l'importance de ceci. Mais vous avez vu, ça fait quand même 5-6 chapitres assez importants qui font que l'adoption va être très modifiée. Et honnêtement, je pense que ça va mettre beaucoup de pression sur les autres chapitres du droit de la filiation, notamment pour la question que tu as soulevée du droit aux origines. Je veux dire, l'écart désormais, avec ce droit de veto, l'écart est devenu encore plus criant entre l'enfant issu de la procréation assistée et l'enfant issu de l'adoption. Et je vous rappelle, et je terminerai avec ça, qu'il y a quand même une disposition dans le Code civil, qui est l'article 522, et qui dit ceci, les enfants ont les mêmes droits et les mêmes obligations, quelles que soient les circonstances de leur naissance. Donc ça s'appliquerait vraiment ici. Or, on voit ici qu'en en donnant beaucoup, ce qui est très bien, on devrait peut-être en donner aux autres catégories aussi. Donc la réforme, elle est là, elle est inachevée. Ce n'est pas encore une réforme du droit de la famille, c'est une réforme de l'adoption, sans plus. Voilà. Si vous avez des questions ou des commentaires, il est encore temps pour ça. Oui. Oui. Oui, j'ai une question.
Je me demandais, l'adoption coutumière autochtone, est-ce que c'est ouvert à tous ou c'est uniquement les autochtones? Ah non, non, c'est seulement les autochtones. Hein. C'est la reconnaissance de la coutume autochtone pour les autochtones. Donc, et c'est le conseil de bande et c'est l'autorité autochtone qui va devoir émettre un certificat de validité de cet accueil d'enfant. Hein. Donc un enfant est dans une famille, l'autorité autochtone va émettre le certificat au sens de la loi qui dit cet enfant est chez ces gens-là parce qu'en réalité c'est une adoption coutumière qui répond à nos coutumes. Ça va, et ça permettra de rédiger un acte d'état civil dans les registres officiels du Québec. Mais donc non, un non-autochtone ne pourrait pas dire tiens, ça me tente d'être adopté par un autochtone. Parce que c'est ça, les autochtones, en fait, des fois, c'est pas parce qu'on inclut cet aspect-là, l'aspect justement de la culture dans la loi, mais ce qui reste que aussi on peut apprendre parfois d'autres cultures, puis peut-être des personnes d'autres origines qui pourraient bénéficier, mais c'est d'autres questionnements qui dévoilent, mais je trouve déjà vraiment intéressant. Oui, puis et ça va, je pense que ça va changer des choses aussi dans les mentalités, parce que moi j'enseigne ce droit depuis 30 ans, et je confesse que quand je passe 3 heures sur le droit de l'adoption, je parle de l'adoption interne et de l'adoption internationale, mais je ne dis rien sur l'adoption autochtone. Maintenant, je n'aurai pas le choix. Et je vais parler de l'adoption autochtone. Donc, la prochaine cohorte, dès le mois de mars, mes étudiants là, au mois de mars là, vont avoir un cours sur l'adoption et je parlerai aussi de l'adoption autochtone. Donc, je pense que ça va avoir aussi un impact. Oui. Concernant les enfants de 10 ans, je n'ai pas de réponse, mais le fait qu'ils soient informés, peut-être la façon dont ils sont informés, mais le fait qu'ils soient informés, est-ce que peut-être que ne pas être informé serait un problème? C'est la manière, mais au-delà de ça, le fait d'être informé à 10 ans du partage de l'autorité parentale ou tout ça, est-ce que c'est pas quelque chose qui serait une bonne pratique? Oui, par rapport au consentement, mais là, c'est autre chose. Ouais. Est-ce qu'il n'y avait pas la disposition, c'est sur le juge, entre 10 et 14, il y avait la question de le juge pourrait ne pas en tenir compte? Oui. Mais je suis d'accord avec toi, mais tu sais, à 9 ans aussi, à 8 ans aussi. Hein? Donc c'est clair que l'enfant doit être impliqué. C'est d'ailleurs ce que dit la loi, l'article 34 du Code civil dit, lorsqu'un enfant est concerné par une décision, directement ou indirectement, et qu'il a le développement, l'âge requis pour ne fût-ce qu'exprimer ses désirs, on est obligé de l'entendre. Donc c'est déjà dans la loi, ça. Et c'est un principe qui est très clairement établi. La Convention internationale dit aussi, lorsqu'un enfant a quelque chose à dire à propos de sa situation et qu'il est capable de le dire, il faut l'écouter. Mais là, c'est pas ça qu'on dit. On dit, à partir de 10 ans, il doit obtenir signification et ça prend son consentement. Je trouve qu'on lui donne une place d'acteur. Oui, c'est deux choses. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. On peut pas. On a même l'obligation de prendre son avis, de l'écouter, de lui permettre de s'exprimer. La première chose, c'est vraiment l'information, c'est que même, comme tu le soulignes, en bas de 10 ans aussi, un enfant devrait être informé. Mais tu vois, là, alors. Il y a un âge, un moment de. C'est ça. Mais alors, je préfère la terminologie de l'article 34 du Code civil qui dit, selon. S'il a le discernement et l'âge requis, il doit pouvoir être entendu. Alors là, on fait du cas par cas, mais ça peut être la Cour d'appel a déjà reproché à un juge de ne pas avoir entendu des enfants de 7 ans. Et le juge avait dit, l'avocat d'un enfant avait dit, je veux que vous entendiez mon client. Et le juge avait été très raide, il avait dit, écoutez, maître, moi, les enfants de 7 ans, c'est pas vrai que je vais entendre ça. Et c'est monté en cour d'appel, et les juges de la cour d'appel ont reproché au juge, ils ont dit, vous deviez d'abord vérifier son discernement, son âge, et puis s'il avait la capacité d'exprimer ses désirs, vous étiez obligé de l'écouter. Et les juges de la cour d'appel ont retroussé leurs manches et ils ont écouté l'enfant. Et dans ce cas-là, ils ont rendu une décision qui allait dans le sens de ce que l'enfant voulait en matière de garde. Oui. Concernant l'adoption ouverte, est-ce que le fait que les enfants
vont être légalement reconnus, les enfants sont payés partie pour le maintien du contact, vont être reconnus légalement, est-ce que ça enlève l'existence de l'entente morale qui n'a pas d'existence légale, ou ils vont pouvoir cohabiter les deux types d'ententes ensemble? Oui, c'est une belle question. La loi ne dit rien là-dessus, mais tout dépendra de la manière dont c'est écrit. Je sais bien que dans certains services d'adoption, on insiste beaucoup sur le fait que ce n'est pas, que ça n'engage pas, que c'est moral, que c'est non-binding, et ça, évidemment, ces termes demeurent dans l'entente. Et donc vont donner un impact à l'interprétation de ces ententes-là. Mais moi, je pense que très rapidement, je réfléchis tout, hein, parce que je n'ai pas réfléchi à cette question-là avant, mais elles vont pouvoir coexister, elles n'auront pas nécessairement le même poids, d'autant plus que dans la loi, on dit qu'il faut que ce soit une entente écrite. Si on dit une entente écrite, c'est que les termes de l'entente sont importants. Donc si l'entente antérieure prévoit, comme c'est souvent le cas, que ce n'est qu'un engagement moral, sans aucune responsabilité de la part des adoptants de maintenir, alors cette terminologie-là fera encore partie de l'entente. Ça répond? Ça pourrait continuer à exister. Oui. Et l'entente morale non écrite, parce qu'une fois écrite, ça devient caduque, elle est en avant-cours, donc elle devient... oui. Elle est reconnue légalement, dans le fond, cette entente écrite-là. Ce sera le cas ici, puisqu'on dit bien que c'est une condition de l'entente, elle doit être écrite. Une condition. Ce qui ne veut pas dire, mais là ça m'amènerait trop loin, ce qui ne veut pas dire que l'entente verbale n'aurait pas d'impact. Pourrait en avoir aussi, mais c'est de toute façon plus clair de l'écrire, ne fût-ce que pour la preuve. Oui? Je me demandais, la tutelle supplétive, de ce que je comprends, c'est comme un nouveau concept. Oui. À quel besoin ça vient répondre? Pourquoi on a créé ce nouveau concept-là? Concrètement, ça répond à quelle situation ou à quel prix qu'il y avait avant? Oui, et c'est intéressant parce que actuellement, dans la LPJ et dans le Code civil, s'il y a un dossier de protection, dans le coffre à outils du juge, il y a la tutelle imposée. Mais il faut un dossier de protection. Il faut donc qu'il y ait d'abord une décision de compromission. Ici, la particularité, c'est que ça peut être en cour supérieure, ça peut être dans un dossier où il n'y a ni motif grave, ni même le début d'une compromission. C'est pour ça que j'ai des doutes sérieux sur la validité. D'où ça vient? Moi, je pense que c'est quelques personnes, un peu comme la ministre, hein, pour la médiation. Il y a une personne au ministère qui a dit que ce serait une bonne idée aussi d'assouplir les règles de la tutelle pour permettre une délégation, notamment dans les recompositions familiales, sans être obligé nécessairement pour répondre à l'obstacle que représente le père absent, qui dans les faits est remplacé par le nouveau beau-parent. Mais dans un cas comme celui-là, on peut penser effectivement qu'une tutelle supplétive pourrait régler la question. Mais à mon avis, ce sera toujours dans le cadre d'une contestation, d'un refus. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que si tout le monde est d'accord, on n'a même pas besoin de tutelle supplétive. Si tout le monde est d'accord, il peut y avoir une délégation volontaire, c'est déjà prévu. Donc, c'est ça qui est un peu pernicieux à ces systèmes, c'est que c'est présenté comme quelque chose de consensuel, et puis on dit, mais aussi, le tribunal, en cas de refus injustifié, il pourra aussi imposer. Mais à mon avis, ce cas-là va devenir le cas le plus courant. Oui. Mais est-ce que la tutelle supplétive ne donne pas quand même beaucoup plus de droits au tuteur qu'une autorisation parentale payée par le petit chevaux? Oui, oui, clairement. Ça va quand même plus loin. Ça va plus loin et il y a certainement un potentiel. Ouais. Moi, ce qui me gêne un peu, c'est cette idée de reconnaître la possibilité, au fond, de démissionner de son rôle de parent. Hein. Même s'il y a une autorisation du tribunal, ce sera du rubber stamp. Hein, donc, il y a quand même quelque chose qui n'est pas banal, je trouve, de dire tu es un père et tu es absent, ben en plus tu peux démissionner. Alors qu'on a toujours dit tu es un père, tu dois assumer. Là, on dirait que le signal, il est différent. Il dit ok, est-ce que c'est correct, démissionne. Et un autre va s'en occuper. Moi, ça me met mal à l'aise. Par exemple, en matière alimentaire, on a toujours dit il faut aller les chercher. Il faut qu'ils assument leur rôle. Et même, on disait ne soyez pas que payeurs, soyez présents à vos enfants. Puis là, on dit on reconnaît que vous pouvez malgré tout être découragé et renoncer. Parce que moi, j'aime pas trop le message. Quoi. Oui. Et en même temps, le parent
le père absent pouvait quand même s'adresser au juge puis déchoir son autorité. Tu sais, on a eu des cas de jeunes que les parents ne voulaient plus du tout les avoir, qui ont demandé une déchéance d'autorité devant la loi. Tu comprends? Fait que c'était déjà... Oui, mais c'est-à-dire que la déchéance, un tribunal ne peut pas l'accorder si c'est un parent qui dit « Regardez, moi je suis fatigué, j'aimerais ça que ce soit plutôt ma soeur qui s'en occupe », c'est pas un cas de déchéance. Un cas de déchéance, c'est pour motif grave. Et la manière dont les tribunaux ont défini motif grave, vous savez que même abandonner un enfant pendant 3 ans, c'est même pas assez, selon la jurisprudence. Donc ça prend vraiment, c'est des cas d'indignité parentale. Le père qui a fait une tentative d'assassinat sur la mère, ce genre de dossier-là. En dehors de ces dossiers-là, il n'y a pas de déchéance. Un abandon de 6-7 ans. 6 ans apparaît comme une espèce de norme jurisprudentielle, mais il faut vraiment que ce soit grave. Mais si vous avez des parents qui disent « ça ferait notre affaire de plus être responsable », puis on donne ça, ça ne marchera pas. C'est comme pour l'émancipation, hein, des parents qui disent « j'aimerais ça que mon jeune soit émancipé, comme ça il aura droit à l'aide sociale, puis je ne m'en occupe plus », et le juge refuse. Pourquoi? Parce que l'autorité parentale, c'est une obligation. Ce n'est pas seulement un droit, c'est une obligation, c'est un rôle parental obligatoire. Et la ligne est mince parce qu'en protection de la jeunesse, la ligne est mince dans le parent, il y a une protection de la jeunesse, puis les parents sont en délaissement ou en abandon, ils ne sont pas là, donc ils vont quand même faire de la déchéance d'autorité, parce que le problème d'un enfant qui va devenir adoptable, dans le fond, en tout cas, il me semble que j'ai vu quelques cas. Oui, il y a quelques cas. Mais oui, quand il y a un projet d'adoption, hein. Oui. Mais c'est beaucoup plus simple pour le parent de consentir à l'adoption. Et donc, si on passe par une déchéance, c'est parce qu'il y a un problème dans le dossier. Hein. Oui, c'est ça. Il y a un refus. Les parents ne veulent plus de l'adoption. Ils ne veulent plus? Ils ne veulent plus de l'adoption. Oui, mais ces parents-là peuvent consentir à l'adoption. Oui, c'est ça. Donc, parce que la déchéance, c'est l'antichambre de l'adoption. Mais ce n'est jamais l'antichambre d'une adoption consentie. C'est l'antichambre d'une adoption forcée. On va passer par une procédure de déchéance pour pouvoir adopter l'enfant parce que les parents ne veulent pas consentir. Donc, il y a un combat, il y a un conflit. Donc, j'ai jamais vu un dossier où les parents disent « Moi, on sait que notre enfant soit adopté, fait qu'on va consentir à une déchéance. » Ça ne marche pas, ça. Par contre, peut-être que les dossiers auxquels vous faites référence, c'est des déchéances partielles dans le cadre de l'application de la loi sur la protection de la jeunesse. Ça, c'est autre chose. Parmi les outils dont le tribunal dispose dans un dossier de compromission, il y a notamment la possibilité pour le juge de suspendre l'exercice de certains aspects de l'autorité. Ce n'est pas une déchéance au sens des articles 6, 7, 8. Ouais. Oui, pardon. Sur l'adoption avec reconnaissance de liens préexistants de la filiation, qui doit consentir? Je sais que la question a été posée pour que les parents d'origine consentent, mais qu'est-ce qui arrive si les parents adoptifs ne veulent pas eux consentir? Il faut que les deux parties consentent absolument? Non. L'adoption, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, l'adoption, ce n'est pas un mécanisme juridique de rencontre de consentement entre des parents d'origine et des parents adoptifs, comme c'est le cas en droit belge, par exemple. Il faut une rencontre de consentement. Ici, c'est pas comme ça. Ici, sauf des adoptions intrafamiliales, l'adoption, c'est le parent consent à l'adoption de son enfant entre les mains de l'État, du service d'adoption, la DPJ, et c'est le service d'adoption qui a la responsabilité légale de trouver des parents qui, eux, vont répondre aux conditions de l'adoption. Mais il n'y a pas de rencontre de consentement, généralement, ils ne se connaissent même pas. Et toutes les procédures sont là pour que surtout ils ne se connaissent pas et qu'ils ne se rencontrent pas. Donc, ce n'est pas une rencontre de consentement. Donc, le consentement qui est prévu ici, c'est le consentement du parent à donner son enfant en adoption. Désormais, la loi dit, vous allez devoir inscrire dans votre consentement, qui est une petite formule, je consens à une adoption avec mention de l'existence d'un lien préexistant, ou je consens à une adoption sans la mention de... Donc, il va falloir modifier les formules. Pardon? Mais c'est-à-dire que le parent adoptif, il n'est pas parti à cette étape-là. La procédure d'adoption, elle commence de deux manières au Québec, soit par le consentement des parents. On ne sait même pas qui va adopter. Mais il reste que souvent les enfants qui sont ça va être des enfants qui sont en famille d'accueil banquier, donc on sait quand même depuis un certain temps que le fait d'adoption, même si officiellement c'est des mois. Exact. Les parents d'accueil
il reste que le projet d'adoption se pense bien avant Exact. le moment du... Mais juridiquement, les parents de banque mixte, donc les parents famille d'accueil banque mixte avec projet d'adoption, n'ont pas leur place dans le processus d'adoption avant la mesure d'ordonnance de placement. C'est là que juridiquement, ils ont leur place. Avant ça, ils ne sont pas là. Même si cliniquement, ils sont là. Même si judiciairement, ils peuvent être là en vertu d'une autre loi, la loi sur la protection de la jeunesse, qui leur a confié l'enfant à titre de famille d'accueil. Mais sur le plan de l'adoption, le processus d'adoption, ils sont là uniquement au moment de l'ordonnance de placement, quand le juge va dire « je place les enfants », qui n'est pas un placement physique, mais un placement juridique chez vous. C'est là qu'ils interviennent. Et désormais, avec la nouvelle loi sur la protection de la jeunesse, ils pourront même intervenir. D'office, si on ne les appelle pas, ils pourront venir. On leur reconnaît un statut d'intervenant. Ça répond? Oui? En fait, je voulais vérifier avec vous, avec ce qui a été dit plus tôt, dans les cas d'adoption forcée, est-ce que c'est nécessaire de passer par la déchéance parentale avant? Non. Non, en fait, la loi prévoit, l'article 559 du Code civil prévoit 4 scénarios où on peut se passer du consentement des parents. Normalement, on ne peut pas adopter un enfant sans le consentement des parents. Ou du parent s'il n'y en a qu'un. Ça prend un consentement. Il y a 4 scénarios où ça ne prend pas de consentement. Les parents sont morts. Les parents sont déchus de leur autorité parentale. Les parents ne se sont pas occupés, disons ça comme ça, de leur enfant pendant 4 mois. Il y a un 4e scénario qui m'échappe. Mais donc, il y a différents scénarios. Le scénario le plus courant de la déclaration d'admissibilité à l'adoption, c'est ça votre question? C'est le fait de ne pas avoir pris en charge l'enfant pendant une période de 6 mois. C'est ça, c'est là que se concentrent tous les dossiers de déclaration d'admissibilité à l'adoption. La déchéance, c'est une procédure qui est, en principe, qui n'a rien à voir avec l'adoption. C'est un jugement de valeur sur la manière dont des parents s'occupent d'un enfant. On dit vous êtes des parents indignes, on vous enlève votre droit d'autorité. Un des effets juridiques de ça, il y en a d'autres, mais un des effets, c'est que cet enfant peut être déclaré admissible à l'adoption. S'il n'y a pas d'autres parents, parce qu'il y a 2 parents. S'il n'y a pas de parents, il faut que les deux soient hein? Mais si tu as un parent qui est déchu, c'est seulement le consentement de l'autre qui va être nécessaire. Si les deux sont déchus, l'enfant pourrait être déclaré admissible à l'adoption. C'est pas automatique. Il pourrait être déclaré admissible à l'adoption. Et puis, il y a des dossiers, on le sait, peut-être que ça fait un lien avec votre question à vous, il y a des dossiers où on n'est pas dans les conditions de l'abandon, entre guillemets, de 6 mois, mais où on serait dans les conditions du motif grave au sens de la déchéance. À ce moment-là, on peut y aller en déchéance, et une fois qu'on a la déchéance, y aller en déclaration d'admissibilité à l'adoption. J'ai déjà vu des dossiers comme ça. On va aller plus vite. Par exemple, tentative de meurtre, des choses comme ça. Mais un parent qui se présente mettons une situation de banque mixte. Oui. Un parent qui se présente à toutes ses visites, qui est là, qui fait la contribution, qui s'oppose à l'adoption, est-ce qu'il peut être confronté à une adoption forcée? Alors, ça, c'est une très, très vaste question. L'article 559, paragraphe 2, qui dit qu'un enfant dont les parents n'ont pas assumé de fait l'éducation, l'entretien pendant une période de 6 mois, et 561, et qui ne sont pas capables de renverser la présomption selon laquelle, s'ils ne se sont pas occupés pendant 6 mois, on va présumer qu'ils sont plus capables de s'en occuper, c'est là que se concentrent 99% des cas d'admissibilité à l'adoption, et les tribunaux, dans les années 80, ont été très sévères pour les parents biologiques, et depuis quelques années maintenant, on se rend compte que le test devient de plus en plus protecteur du parent biologique, et que, par exemple, on va tenir compte des contraintes que vit une mère, disons, dans le cadre d'une ordonnance de protection, une ordonnance dans le cadre de la loi sur la protection de la jeunesse, qui dit par exemple qu'elle ne peut voir l'enfant qu'une fois par mois, elle ne peut le contacter qu'une fois par mois. Si cette mère est capable de faire la démonstration qu'elle continue à s'occuper de son enfant, entre guillemets, dans les limites de cette ordonnance très restrictive, cet enfant ne serait pas adoptable. Ça, c'est la jurisprudence récente de la Cour d'appel.
Parce que si on remonte à il y a 15 ans, il aurait été adoptable. Mais les tribunaux, la Cour d'appel a changé sa manière de voir les choses en disant il faut tenir compte du contexte spécifique et des restrictions que les tribunaux eux-mêmes ont imposées. Par exemple, un père qui est emprisonné, mais qui quand même, dès qu'il peut, téléphone, envoie un petit cadeau, paye la mini-contribution, il ne tombera pas sous le coup de l'article 559, paragraphe 2, et donc il n'y a pas de risque d'abandon pour fin de la déclaration de domiciliité à l'adoption, mais c'est une nouvelle tendance en jurisprudence de la Cour d'appel auquel les juges de la Cour du Québec sont assez réfractaires. Depuis 20 ans déjà, il y a une espèce de petite guéguerre entre la jurisprudence de la Cour du Québec, c'est-à-dire celle des tribunaux de la jeunesse, qui sont les tribunaux de première instance en matière d'adoption, en matière de déclaration d'admissibilité à l'adoption, et la Cour d'appel qui semble depuis plusieurs années plus protectrice des parents biologiques, parents légaux, alors que la Cour du Québec a une culture plus protection de la jeunesse. Et attachement, inscription de l'enfant dans un projet de vie, enfin vous connaissez, hein, ils sont plus mindés là-dessus. Alors, si les juges écoutent cette vidéo, ils vont dire c'est pas vrai, c'est pas. Mais oui, c'est vrai. Il y a des exceptions. Il y a des exceptions, je le conseille. Merci. Voilà. Merci.